Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Un document révisé des thèmes de référence du comité de suivi du système national d'intégrité du Bénin a été adopté ce mercredi. Cette adoption a eu lieu au cours de la deuxième rencontre tenue par les membres de ce comité. Les députés ont autorisé la ratification de la loi portant convention sur les armes sous munitions adoptée à Dublin en 2008. C'était au cours de la plénière de ce mardi. Et puis les fidèles coptes catholiques d'Égypte attendent avec ferveur l'arrivée du pape François ce vendredi. Le souverain pontife vient soutenir les chrétiens de ce pays endeuillés par les attentats meurtriers. Bienvenue dans ce journal. Les membres du comité de suivi du système national d'intégrité du Bénin se sont réunis ce mercredi à Cotonou au cours de cette deuxième rencontre qui a eu lieu après celle du 17 janvier dernier. Ils ont travaillé à l'adoption du document révisé des thèmes de référence du comité de suivi et poursuivi les amendements. Le comité de suivi de la mise en œuvre du plan d'action pour le renforcement du système national d'intégrité du Bénin a organisé ce mercredi à Cotonou sa deuxième rencontre. Ce comité est né à partir du diagnostic des forces et faiblesses du système national d'intégrité du Bénin. Il a été sanctionné par un rapport d'évaluation assorti par un plan d'action pour éviter que les recommandations demeurent lettres mortes. Ainsi, le comité de suivi est mis en place pour évaluer la mise en œuvre des actions à mener. Mais quel est l'enjeu de cette rencontre ? Gustave Assa, membre du consortium Social Watch Alcré au sein du système national d'intégrité du Bénin, nous répond. L'enjeu est double, c'est d'abord de réunir le comité de suivi, qui est une partie intégrante du processus donc de l'étude qui a été faite au Bénin. Et cet enjeu, c'est un enjeu autour du processus du système national d'intégrité. Ce système national d'intégrité a consacré un certain nombre d'éléments autour desquels il va être très possible pour nous de faire une veille continue dans la mise en œuvre des recommandations formulées à l'endroit du gouvernement. Samuel Kanenda, coordonnateur régional Afrique de l'Ouest de Transparency International, quant à lui est très satisfait de l'engagement des différents acteurs. Premièrement, c'est l'engagement des membres qui viennent de différents horizons. Nous avons la NLC, le ministère de la Justice et de la Législation, celui le ministère des Finances et de l'Économie et celui du Plan et du Développement. Nous avons aussi les acteurs de la société civile, les partenaires techniques et financiers. Il y a un engagement de tous ces acteurs qui reviennent et qui contribuent à cet exercice d'évaluation. Et aujourd'hui, l'intérêt ou l'objectif était d'abord d'adopter les outils. Il y a un outil de suivi avec des cibles, des indicateurs qui nous permettront de travailler en tant que comité de suivi. Le gouvernement a pris le 4 avril dernier un arrêté interministériel portant création, attribution, composition et fonctionnement des organes de mise en œuvre du plan d'action, de promotion de l'intégrité et de lutte contre la corruption. L'Union européenne, partenaire financier du projet, se réjouit de cette décision du gouvernement et promet continuer les actions dans ce domaine. On voudrait aussi féliciter l'adoption de l'arrêté interministériel pour l'établissement d'un système de suivi du plan d'action qui est Transparency International avec les différents interlocuteurs à préparer pendant les derniers mois. La lutte contre l'impunité, c'est une axe principal d'intervention de l'Union européenne pour les prochaines années. Ça veut dire notre engagement financier et technique dans ce domaine va continuer. Et il y a une décision prise de continuer dans une seconde phase de ce programme et encore plus de renforcer les moyens qu'on a mis à disposition du gouvernement pour lutter contre l'impunité. Au terme de l'activité de ce jour, le comité devra adopter le document révisé des thèmes de référence du comité de suivi, poursuivre les amendements et valider l'outil de suivi de la mise en œuvre du plan d'action. La formation des professionnels des médias sur l'analyse des politiques publiques a pris fin ce mercredi. Un séminaire de 3 jours qui s'est déroulé à la Fondation Friedrich Ebert. Connaît Essai pour le compte rendu. Des journalistes désormais outillés pour parler des politiques publiques.
C'est à l'issue de 3 jours de formation axée sur la conception, l'analyse et l'évaluation des politiques publiques. Formation organisée par la Direction générale des médias avec l'appui de la Fondation Freddy Chebet, avec pour objectif amener les professionnels des médias, garants des espaces publics en toute démocratie, à mieux appréhender leur rôle dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques et actions publiques. Espédi Ologu, directeur général des médias, se réjouit de la qualité des travaux. Nous avons été profondément et agréablement surpris de vos comportements, mais aussi surtout de la participation, disons, aux différentes communications. C'est vraiment intéressant. Je voudrais, à ce niveau-là, vous dire l'infinie gratitude de la Direction générale des médias et par-dessus la Direction générale des médias, le ministère de l'économie numérique et de la communication. Et ensuite souhaiter que cette formation fasse tâche d'huile, ait des effets positifs sur la production, sur la qualité de la production dans nos différents organes de presse. Au cours de ces 3 jours de formation, un accent particulier a été mis sur l'investigation journalistique et les politiques publiques. Il s'agit de donner aux journalistes les outils et méthodes nécessaires pouvant leur permettre de mener des enquêtes sur des décisions et actions publiques et politiques. Le rôle des journalistes dans ce genre de situation où on a des politiques publiques qui ne marchent pas ou qui marchent moins bien ou qui, d'une manière ou d'une autre, a quelque chose à se reprocher dans son évaluation, c'est beaucoup plus d'éclairer les gouvernances sur les choix utiles, sur les possibilités d'amélioration. Donc le journaliste, dans une telle posture, ne peut pas être quelqu'un seulement qui bavarde. Il doit être quelqu'un qui a de la méthode, qui a de la rigueur et qui puisse vraiment se positionner de façon beaucoup plus informée. Et pour le faire, c'est 2 choses importantes. L'information, se cultiver soi-même. L'idée pour nous, c'est que désormais, les journalistes que vous êtes, les professionnels que vous êtes, qu'on ressente de la profondeur, qu'on ressente du fond dans vos productions à l'avenir, afin que par cette production-là, vous contribuez d'une manière ou d'une autre à une gouvernance démocratique plus efficace dans le pays, parce qu'au fond, le rôle des médias est là. Les professionnels des médias participant à cet atelier sont satisfaits d'avoir acquis de nouvelles connaissances dans l'exercice de leur métier. Nous avons l'habitude de faire des analyses sur les politiques publiques, mais très souvent, il est remarqué qu'il y a un certain nombre de paramètres qui nous échappent. Et cette formation, c'est le lieu de maîtriser ces différents paramètres. Et aujourd'hui, avec les notions que nous avons reçues pendant 3 jours, parce que nous avons reçu de grands experts, des experts qui nous ont donné beaucoup de notions en la matière, aujourd'hui, nous sommes à même d'analyser les politiques publiques avec beaucoup plus d'objectivité et beaucoup plus de précision. Ça a été en fait dense. On a eu des économistes, des sociologues, des anthropologues. On a également des journalistes expérimentés dans le domaine de l'investigation en ce qui concerne les politiques publiques. Donc de ces 2 points de vue-là, la formation a été bénéfique. Ça ne fait pas de nous forcément des experts des questions de politique publique, mais ça nous outille suffisamment pour qu'on s'invite dans ce débat, pour qu'on comprenne davantage quand il s'agit, et surtout en tant que journaliste, ça nous donne des clés, des pistes, des perspectives pour pouvoir également nous intéresser à la question. La direction des médias s'engage à multiplier de pareilles formations afin de relever le niveau des médias et les amener à mieux jouer leur rôle de veille pour la bonne gouvernance démocratique. L'atelier a pris fin par une cérémonie de remise d'attestation à tous les journalistes participants. Assemblée nationale, la plénière des députés a procédé ce mardi à l'adoption de l'autorisation de ratification de la loi portant convention sur les armes sous munitions adoptée à Dublin en 2008, suivant les précisions de Amen Didier Rumpenouti. Les députés ont examiné la loi portant autorisation de ratification de la convention sur les armes sous munitions. La commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale, que préside Nassirou Arifari Bako, a été invité à présenter son rapport. Après l'exposé du rapporteur Valère Tchobo, le président de séance, le 2e vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Gbian, a ouvert le débat général qui aura permis aux députés de faire part de leurs observations et appréhensions par rapport à ces genres d'accords de ratification. Et qu'à côté de nous, même si ces gens ratifient, il faut qu'il y ait une surveillance, il y ait un contrôle permanent pour éviter que ces gens-là nous détruisent. Sur le Vietnam, on a mis plus d'armes à assaut que sur toute la dernière guerre mondiale. Et encore aujourd'hui,
Les Vietnamiens souffrent de cela. Tu vas dans ton champ, tu veux cultiver le champ et boum, tu te fais attraper par une arme à assaut à munitions. Je connais beaucoup de garnisons, surtout à Bangui, en République centrafricaine, qui avaient pris feu en 1983 parce qu'on avait oublié les dates. Il a fallu vraiment l'aide de l'armée française pour pouvoir éteindre ce danger. Donc il est normal, il est souhaitable qu'on fasse tout pour que ces armes-là disparaissent. Le ministre Garde des Sceaux, représentant le gouvernement, a apporté des éléments d'appréciation sur l'intérêt du Bénin à signer cette convention. Il est beaucoup plus à craindre si, dans un cadre de solidarité, le voisinage ne prend pas en considération les dommages éventuels que pourrait causer l'usage de ces armes. Le Bénin pourrait être davantage exposé aux effets pervers que chacun a soulignés. Et c'est pour cela que non seulement le Bénin a signé l'accord, mais il a contribué à faire en sorte que les États de son environnement immédiat signent cet accord. Et il est allé plus loin. Plus on est ensemble, mieux on est solidaire, d'une part pour prévenir et d'autre part pour corriger si jamais des situations malencontreuses ou malheureuses survenaient. Joseph Djogbenou sera renforcé par le président de la commission. C'est qu'en signant, en ratifiant, nous sommes en coopération avec un certain nombre de pays, comme la France ou la Belgique, qui ont aussi signé et ratifié. Par exemple, la France, en signant, en ratifiant, ils ont décidé de détruire près de 22 000 bombes M26. Mais les pays qui ne sont pas signataires ou qui ne sont pas partis peuvent recevoir par des canaux frauduleux ce type d'armes. Le test de loi portant autorisation de ratification de la Convention sur les armes en sous-munitions signée en 2008 à Dublin a été adopté à l'unanimité des parlementaires béninois. Toujours à l'Assemblée nationale, les députés ont fait l'examen de la proposition de loi sur l'identification des personnes physiques en République du Bénin. Le test a été passé au peigne fin, article par article, et les 8 titres ont reçu l'avis favorable des députés en plénière. Les détails, c'est encore avec Amen Didier Mpenoudi et Romaric Devouchi. Ce test de loi portant identification des personnes physiques en République du Bénin a été examiné et adopté par les députés qui auront bénéficié de 2 séances plénières pour y arriver, avec plusieurs corrections et amendements pour rester collés aux habitudes et faits sociaux du pays. Les députés membres de la commission ont posé la question de savoir ce que COSLEPI devient. Certains jeunes qui, après même la maîtrise, n'avaient pas des actes authentiques. Parce que nous savons comment ça se passe dans nos villages. Dans la précipitation, on va à l'examen, on dit on vous délivre une attestation pour aller à l'examen après, on ne suit plus. Aujourd'hui, les jeunes, pour élaborer le passeport, on leur demande la source. Ils ne trouvent plus. Parce que ça n'a pas été enregistré, suivi comme cela se doit. Mais à travers cette loi qui permettra d'organiser un recensement biométrique administratif au plan national et de manière globale, nous prenons une grande avance sur ces exigences. Au lieu de gérer la question de manière parcellaire, carte d'identité biométrique séparée, passeport biométrique séparé, on a fait aussi de la biométrie électorale. Donc, carte électorale biométrique séparée. Je pense que nous nous engageons ici dans une dynamique qui permet d'avoir un fichier national global unique
multi-usages. La commission des lois et le gouvernement représenté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Joseph Diogbenou, et celui en charge de l'Intérieur, Saka Lafia, ont apporté des éclaircissements tout au long de cette étude. En ce qui concerne la conclusion des traités, le gouvernement suit avis de la CNIL, dit l'article 53 en son état actuel, conclut des traités avec d'autres États. L'honorable voudrait qu'on ajoute avis conforme. Il semble que ce serait pas conforme à la Constitution, mais le dernier paragraphe de cet article peut être maintenu. Il peut autoriser par décret, après avis conforme de la CNIL, les exploitants d'aéroports, etc. Sur les autres observations de l'honorable Aronvoy-Bla et sur l'observation de l'honorable Prudencio, le gouvernement n'a pas d'objection. Cette loi sur l'identification des personnes physiques en République du Bénin est d'une importance capitale en ce sens qu'elle vient régler les questions de base de données fiables. Une proposition de loi qui émane du député Mathurin Kofi Nago. Cette proposition de loi soulève un problème, une préoccupation qui est une préoccupation fondamentale. D'abord, ça va résoudre le problème de l'état civil, puisque c'est à partir de l'état civil que les données qui sont recherchées vont être recueillies. On a noté dans le document qu'il y avait plusieurs types de données qui seront prises en compte. Les données nominatives, personnelles, biométriques, sociales, géographiques, donc un ensemble de données qui permettra véritablement d'identifier chacun des citoyens béninois. La loi portant identification des personnes physiques en République du Bénin a été par finir adoptée à l'unanimité des parlementaires béninois. Rachidi Gbadamassi et le bâtonnier Jacques Migan, ex-allié de Sébastien Adjavon, prennent de plus en plus leur distance avec l'homme d'affaires et confirment davantage leur présence aux côtés de l'exécutif. Comment peut-on analyser cette position des anciens lieutenants de Sébastien Adjavon? Réponse avec Fréjus Sewa. La démobilisation de certains soutiens de Sébastien Adjavon est effective. À travers leurs sorties médiatiques respectivement du 18 et 23 avril 2017, le bâtonnier Jacques Migan et l'honorable Rachidi Gbadamassi, tous soutiens de Sébastien Adjavon lors de la présidentielle de 2016, ont rejeté la nouvelle posture politique du président du patronat béninois et confirmé leur présence aux côtés de l'exécutif. L'un, plus qu'un soutien, était il y a encore quelques mois son avocat. Comment peut-on comprendre alors ce détachement? Marcel Zoumenou, journaliste politique, semble avoir une idée. Au moment où les résultats du premier tour ont été donnés, vous avez vu le député Rachidi Gbadamassi venir faire allégeance à Patrice Talon dans sa résidence privée en compagnie de l'actuel maire de Parakou, Charles Toko. Et donc, on pouvait déjà comprendre que dès le début, il a déjà fait cause pour le candidat Patrice Talon. Et première lecture que je peux avoir, c'est qu'il a fait l'option de ne pas rester dans l'opposition. Sénat, le bâtonnier Jacques Migan, je suppose qu'en temps, il a été approché par les gens du pouvoir et qu'il a choisi de soutenir le régime de Patrice Talon. Pour le politologue Nathaniel Kitty, il s'agit d'un cycle normal des coalitions politiques après les élections. Décomposition, transformation et recomposition. Donc actuellement, nous sommes à la phase de recomposition. Des hommes politiques avertis, ayant une carrière politique à faire, étant calculateurs, la position de ces deux personnalités dont vous parlez s'inscrit dans le cadre d'un repositionnement calculateur pour les échéances électorales qui viennent, mais aussi pour des avantages politiques immédiats et certains. Les mobiles de cette décomposition observée pourraient aussi bien être ailleurs. C'est de l'opportunisme politique parce que des hommes politiques béninois ont toujours l'impression qu'il vaut mieux être avec celui qui est au pouvoir que d'être avec un Sébastien Adjavon qui ne peut plus lui apporter grand-chose. Non, ça dépend des engagements qui ont été pris au moment de la formation de cette coalition. Alors que Marcel Zoumenou voit en cette démobilisation un projet contre Sébastien Adjavon, Nathaniel Kitty
invite à la prudence. Je mets ça dans le compte des jeux politiques qui sont faits pour affaiblir Sébastien Adjavon, actuellement qui a une poursuite d'opposants par rapport au régime actuel. Il y a ce côté folklorique qu'on projette aux spectateurs, mais il n'est pas exclu que dans l'antichambre, les partis en conflit continuent de dialoguer, étant donné qu'il n'est pas exclu que en cours de chemin, les hommes politiques qui à un moment donné ont connu des divergences se retrouvent ensemble si entre-temps leurs causes sont des causes partagées de part et d'autre. L'exemple n'est pas rare au Bénin, alors qu'il a été emprisonné en 1976 par le général Mathieu Kérékou. Maître Adrien Rumbedi s'allie au Caméléon en 1996. Et puis la direction de l'industrie de la CEDEAO en collaboration avec le programme Système Qualité Afrique de l'Ouest organise du 24 au 28 avril 2017 à Cotonou un séminaire sur l'harmonisation des normes dans l'espace CEDEAO. Youssouf Mamassika, coordonnateur technique du programme, et Mason Lawson nous donne plus de précisions au micro de Laurent Toninkes et Damien Pedro. Donc la CEDEAO a mis en place 6 comités techniques d'harmonisation des normes au niveau de l'espace. Donc les travaux de ce séminaire, ça concerne le domaine agroalimentaire. Donc l'harmonisation des normes au niveau de l'espace CEDEAO plus la Mauritanie par rapport aux normes en agroalimentaire. Donc il y a 14 projets de normes qui sont en étude là maintenant. Actuellement, ces normes, c'est des normes d'application volontaire. Donc c'est des normes, des spécifications pour aider les producteurs à rester dans le même processus de production au niveau de l'espace. Donc ça, au fait, ça permet de réduire les barrières au niveau de la production. Ce programme a commencé depuis 3 ans et est articulé autour d'organes tels les comités techniques d'harmonisation, tels les comités techniques de gestion, telle la réunion des ministres de l'Industrie de nos États et finalement pour aboutir au Conseil des ministres de la CEDEAO. Donc quand le besoin se fait sentir sur un produit donné, surtout quand il n'y a pas de normes au niveau international, nous devons, en fonction de nos besoins, regarder à avoir cette norme, ou si ça existe au niveau de nos États et que c'est forcément, c'est probablement pas les mêmes, nous devons de les rendre uniques afin qu'on puisse avoir un même document à travers nos 15 États que nous constituons au niveau de la CEDEAO. Nous avons aujourd'hui 14 normes sur des produits alimentaires diverses qui seraient, les produits à base de mil, les produits à base de maïs, les produits à base de blé, les sucres fortifiés, et j'en passe. C'est un programme qui est là tant que le besoin, c'est comme les organismes nationaux de normalisation. Ils seront là tant que l'économie existe, tant qu'un pays existe. Ici, l'harmonisation des normes sera là. Je crois qu'il y aurait toujours besoin d'harmonisation. Une nouvelle brève pour ouvrir la page interne de ce journal. Les chambres africaines extraordinaires, tribunal spécial ayant su juger au Sénégal, l'ancien président tchadien Hissène Habré viennent de rendre leur verdict en appel. Pas de changement, confirmation de la condamnation à la prison à perpétuité pour crimes de guerre, torture et viols répétés. Hissène Habré devait passer le restant de ses jours en prison. Toujours en brève, célébration fête nationale du Togo. Ce jour 27 avril 2017, le Togo célèbre le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance. Traditionnel défilé militaire, adresse à la nation du président Faure Singbe, festivités diverses. C'est dans une atmosphère tout à fait traditionnelle que le pays commémore l'aboutissement de la lutte des pères fondateurs pour la souveraineté nationale et internationale.
Les fidèles coptes catholiques d'Égypte attendent avec ferveur l'arrivée du pape François vendredi, qui vient soutenir les chrétiens de ce pays endeuillés par des attentats meurtriers. Malgré le contexte tendu, la petite communauté catholique, quelques 272 000 fidèles, selon les statistiques du Saint-Siège, est déterminée à offrir un accueil mémorable au pape. Samedi, le pape François va présider une messe dans un stade de la banlieue du Caire, réunissant tous les rites catholiques du pays, notamment les églises coptes, arméniennes, maronites et melkites. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.